Dans cette partie, on va d'abord faire des rappels et des compléments sur la stabilité des systèmes non linéaires, particulièrement les systèmes non linéaires non autonomes. On a vu en M1 la théorie des systèmes linéaires autonomes avec la méthode de Lyapunov. On va la généraliser aux systèmes non autonomes. Et on va utiliser ces résultats pour la conception de MRAC avec la théorie de Lyapunov. On va généraliser tous les concepts qu'on a vus, les plus importants du moins. Tout d'abord celui de point d'équilibre. Je rappelle qu'un système non autonome est un système dont la représentation d'état est écrit, peut se décrire par l'équation différentielle non linéaire suivante, x point égale à f de xt. La différence avec un système autonome est l'apparition explicite de la variable t. Ce système change avec le temps, d'où l'appellation de système non autonome. Il va dépendre explicitement du temps. On dit que l'origine est un point d'équilibre pour ce système si x point est nul, quel que soit l'instant t pour x égale à 0. Pour tout t supérieur ou égal à 0, on aura f de 0t égale à 0. Pour la stabilité, on parle de stabilité et de stabilité uniforme. La notion de stabilité uniforme n'existant pas pour les systèmes autonomes. On dit que le point d'équilibre x0 est stable si pour tout instant t0 et tout epsilon, on peut trouver un delta qui dépend à la fois de epsilon et de t0, tel que si l'état initial à l'instant t0 est inférieur à delta, alors la trajectoire future sera inférieure à epsilon, quel que soit t supérieur ou égal à t0. La différence avec la stabilité d'un système autonome est ce paramètre. Ici, le delta dépend de epsilon et de t0, alors que dans le cas des systèmes autonomes, delta dépend uniquement de epsilon, vu qu'on n'avait pas de condition sur le temps. Maintenant, si ce delta dépend seulement de epsilon, alors on dit que ce point d'équilibre est uniformément stable. Donc là, c'est l'uniformité par rapport au temps. De même, le point d'équilibre est asymptotiquement stable s'il est stable et uniformément attractif. Donc on peut trouver une constante positive c telle que pour tout instant t0, si l'état initial est inférieur à c, la trajectoire va converger vers 0 quand le temps tend vers l'infini. On a utilisé la notion de fonction de Lyapunov et de fonction définie positive pour énoncer les théorèmes de Lyapunov sur la stabilité des systèmes autonomes. Là, on va généraliser ce concept et introduire la notion de fonction de classe K pour les systèmes non autonomes. C'est quoi une fonction de classe K? C'est une fonction alpha qui prend ses valeurs sur un intervalle positif et qui est toujours positive. Elle doit être strictement croissante et s'annuler à l'origine. En résumé, c'est une fonction qui est définie sur le premier cadran du plan et qui monte toujours. Elle est de classe K infinie. Si elle est de classe K et que l'intervalle sur lequel elle est définie est égal à l'infini et qu'elle tend vers l'infini quand sa variable tend vers l'infini. On a un premier résultat sur la stabilité d'un système non autonome. L'origine est stable. Donc si je définis un domaine D qui est une boule de rayon R, si je trouve une fonction V continuellement différenciable, donc qui est continue et dont la dérivée est aussi continue, telle que cette fonction qui cette fois va dépendre de x et de t, est majorée et minorée par deux fonctions alpha 1 et alpha 2 qui sont des fonctions de classe K et qui dépendent d'une variable scalaire qui est la norme de x pour tout t supérieur ou égal à 0. Alors cette fonction-là va jouer le rôle de la fonction candidate de Lyapunov. Pour éliminer le temps, on va la faire dépendre seulement du module de x. Et la dérivée temporelle de v, qui cette fois-ci va comporter un d rond v sur d rond t, vu que v dépend explicitement du temps, plus le terme qu'on connaissait déjà, d rond v sur d rond x fois x point, est majoré par une fonction alpha 3 pour t supérieur ou égal à 0.
Donc alpha 3 est également une fonction de classe K. Alors ici, il y a un moins qui devrait apparaître devant le alpha 3 et qui n'est pas sur ce slide pour dire que V point est donc prend des valeurs négatives, voilà, vu que alpha 3 est toujours positif. Donc là, c'est moins alpha 3. Alors, comment utiliser ce résultat? Donc, en pratique, il faut borner supérieurement V par une fonction indépendante de T. Donc ici, on doit borner notre fonction par quelque chose qui est indépendant de T. Et V étant généralement toujours positif, on va prendre quelque chose, donc le alpha 1 forcément existe. On va énoncer un résultat d'analyse mathématique qui s'appelle le lemme de Barbalat et qui sera utile, comme on va le voir par la suite. Si je considère une fonction g, une fonction réelle d'une variable réelle, définie uniformément continue pour tous les instants positifs ou nuls, si la limite de l'intégrale de g de 0 à t, quand t tend vers l'infini existe et qu'elle est finie, alors la limite de g de t est égale à 0. En d'autres termes, si la surface occupée par g de t, quand je calcule cette surface entre l'axe des x, la courbe tracée par g en allant de 0 à t et que je fais tendre vers t vers l'infini, si cette limite existe, alors forcément g de t va aller vers 0. Le résultat qu'on va utiliser par la suite est le suivant. Alors, on pourrait le traduire en français comme erreur bornée, ensemble de convergence, bounded error and convergence set. Alors, je considère un domaine D qui est une boule de rayon R. Je suppose que F est lipschitzienne sur le produit de D avec l'intervalle 0 plus l'infini. Donc ce domaine, c'est pour le temps. Donc je ne considère que des instants positifs. Donc qu'elle soit une fonction continuellement différenciable pour V. Alors là, c'est la même condition que pour le théorème précédent. V est majoré et minoré par deux fonctions de classe K, alpha 1 et alpha 2. Alors là également, donc dV sur dt est majoré par moins W. Donc là, le moins W va jouer le même rôle que moins alpha de module de x, sauf qu'ici, W est une fonction du vecteur d'état et non pas une fonction de la norme du vecteur d'état. Donc si j'ai cette condition, donc pour tout t positif et tout x dans D, et que alpha 1 et alpha 2 sont des fonctions de classe K, W continue sur D, alors je suppose également que la dérivée première de V par rapport au temps est uniformément continue. C'est là qu'on va voir l'utilité du lemme de Barbalat. Alors les solutions de notre équation d'état, les trajectoires du système qui vérifient la condition initiale suivante à l'instant t0, la norme de xt0 est inférieure à alpha 2 moins 1, donc là c'est la fonction inverse de alpha 2. Donc cette fonction admet une fonction inverse vu qu'elle est strictement monotone de alpha 1 de R, sont bornées et vérifient. Voilà le résultat. Donc si cette condition et celle-ci sont vérifiées, on a le résultat suivant. On a W de x qui tend vers 0. Donc là, on ne parle pas de stabilité asymptotique ou de convergence asymptotique. On sait seulement que W de x va aller vers 0. Et généralement, W de x va comporter des variables en x et on déduira que certaines variables du vecteur d'état vont aller vers 0. De plus, si toutes les hypothèses sont vérifiées globalement, donc là on ne parle plus d'un domaine D mais de l'espace d'état, et que alpha 1 est de classe K infini, le résultat est vrai quel que soit l'état initial. On n'a pas de restriction ici. Donc en résumé, si vous avez cette condition, celle-ci et celle-ci, la dérivée première uniformément continue, donc W va aller vers 0 asymptotiquement. Alors, un résultat pratique, donc pour démontrer que la dérivée première de V est uniformément continue, il suffit d'avoir la dérivée seconde qui est bornée. C'est ce qu'on va utiliser par la suite. Donc voilà
très brièvement ce qu'on pouvait dire sur la stabilité des systèmes non autonomes. On va utiliser ça pour la synthèse de Mrak par la théorie de Lyapunov. La synthèse de Mrak par la théorie de Lyapunov va suivre un certain nombre d'étapes en utilisant la théorie de la stabilité des systèmes non stationnaires ou non autonomes. La première, c'est de formuler l'équation différentielle de l'erreur de poursuite, l'erreur entre la sortie du système en boucle fermée et celle du modèle de référence. Deuxièmement, trouver une fonction candidate de Lyapunov et un mécanisme d'adaptation pour assurer que l'erreur tende vers zéro asymptotiquement. Alors là, la fonction candidate, c'est le V dont on a parlé ici. Bon, généralement, là, une remarque, la dérivée première de V va être seulement semi-définie négative. On va alors utiliser le théorème précédent pour démontrer la convergence de l'erreur vers 0. On parle de ce théorème. On va reprendre l'exemple qu'on a vu avec la méthode MIT, celui du premier ordre avec un modèle de référence du premier ordre et une commande combinée proportionnelle série parallèle. On rappelle l'équation du modèle de référence du premier ordre avec des constantes AM et BM. L'équation du premier ordre de notre système, Y est la sortie, U est l'entrée, et la loi de commande proportionnelle par rapport à la consigne et par rapport à la sortie. Bon, là, j'ai dit qu'on pouvait démontrer que c'est une combinaison d'une action proportionnelle sur l'erreur et d'une action parallèle sur la sortie. On calcule l'erreur de poursuite, y moins y1. Donc là, on va suivre les étapes qu'on a énoncées ici. On va calculer la dérivée de l'erreur pour avoir l'équation différentielle de l'erreur. Donc on va remplacer, si je calcule E point, ce sera y point moins ym point. Donc on va remplacer y point par son expression en boucle fermée et ym point également par son expression. Donc là, j'aurai moins y plus bu plus am ym moins bmy, c'est, et là donc en remplaçant l'expression de u ici et en calculant on aura l'expression suivante. Alors ici, en factorisant, on obtient l'expression suivante. Donc là, vous voyez que la dérivée première est égale à moins am fois e. Donc si je prends seulement cette partie, je vois qu'il y a une dynamique stable du premier ordre, mais il y a ces deux termes qui se rajoutent. Donc pour avoir uniquement cette dynamique stable, on va annuler ces deux termes. Donc ça reviendra à dire que θ1 est égal à bm sur b et que θ1 est égal à bm sur b et que θ2, donc en annulant ce terme, est égal à am moins a sur b. C'est le même résultat qu'on a trouvé avec la méthode MIT. Donc à ce moment-là, je dois connaître les constantes a et b, ce qui n'est pas le cas. Donc si je connais a et b et que j'annule ces deux termes, j'aurai une dynamique stable du premier ordre vu que am est positif. Le modèle de référence est stable asymptotiquement, donc l'erreur va converger asymptotiquement vers 0. Mais là, on ne connaît pas A et B. Donc on doit chercher une fonction candidate qui va nous assurer donc une convergence de θ1 vers θ1 0 et θ2 vers θ2 0 et une convergence de l'erreur vers 0. Donc au moins une convergence de l'erreur vers 0. Et si on souhaite faire une poursuite parfaite, donc que θ1 converge à θ1 0 et que θ2 converge vers θ2 0. Alors on choisit la fonction candidate suivante. Donc c'est une fonction quadratique qui comporte trois termes. L'erreur au carré, là c'est l'erreur sur le paramètre θ1 et là c'est l'erreur sur le paramètre θ2. Le gamma est un paramètre de réglage. Donc on a défini le même paramètre pour θ1 et θ2. On aurait pu définir deux paramètres différents. Maintenant si V égale à 0 et que E est égal à 0, donc on aura θ1 égale à θ1 0 et θ2 est égal à θ2 0. On calcule la dérivée temporelle de V. Donc là, on dérive par rapport à E, on dérive par rapport à θ1, on dérive par rapport à θ2, et puis on multiplie par θ1 point. Donc la dérivée par rapport à E fois E point, la dérivée par rapport à θ1 fois θ1 point, et la dérivée par rapport à θ2 point. Alors là,
Donc ce terme-là s'est répété deux fois. On devrait avoir un terme en θ1 ici au lieu de θ2. Bon, donc si vous remplacez ça par la dérivée de θ1 et que vous faites vos calculs, vous aboutirez à l'expression finale suivante. Donc pour garder également une dérivée temporelle de la fonction candidate qui est égale à moins am fois e au carré, on pourrait annuler ce terme et ce terme. Donc pour annuler ces deux termes, on pourra choisir les dynamiques des deux paramètres, θ1 et θ2, ou les règles d'adaptation. Donc on choisit dθ1 sur dt égale à moins b gamma yc e. Alors le b étant inconnu, on va dire que b fois gamma est égal à gamma prime, et on aura gamma prime fois yc fois e. De même, ici on appellera b gamma prime, et on aura dθ sur d2, cette fois-ci donc avec un plus, gamma prime y fois e. Voilà nos règles d'adaptation. Alors jusqu'à présent, on n'a pas utilisé le théorème qu'on a vu précédemment. Dans ce cas, si ces deux termes s'annulent, il nous restera uniquement celui-ci. Donc on aura la dérivée temporelle de v qui est égale à moins am fois e au carré. Alors, on va vérifier les conditions de ce théorème. Donc v minoré et majoré par des fonctions de la norme de x. Dérivée temporelle de v majorée par moins w de x et dérivée temporelle de v uniformément continue. Alors, première condition, donc dérivée temporelle de v, alors pardon, la première condition concerne v. Donc v minoré et majoré par des fonctions de la norme de x. Alors ici, au fait, la question c'est comment choisir son vecteur d'état. On peut choisir comme variable d'état l'erreur sur θ1 et l'erreur sur θ2. Et là, donc vous pourrez voir que ces deux termes étant positifs, on aura toujours cette fonction qui est inférieure ou égale à e au carré. 1 sur 2, e au carré. Donc la première condition sera satisfaite. Pour la deuxième, donc on aura dv sur dt qui est égal à moins am fois e au carré. Et c'est cette fonction-là qui va être notre w de x. Donc w de x est égal à moins am fois e au carré. Alors w étant moins w étant négatif, donc la dérivée temporelle de v va être décroissante, pas strictement, vu qu'on a une fonction définie négative et non semi-définie négative. Donc v de t va être toujours inférieur ou égal à v0, à l'instant 0. On déduit que e, θ1, θ2 et y est égal à e plus ym sont bornés. Effectivement, v est égal à toute cette expression-là. Donc v est positive et v est décroissante. Donc là, elle est toujours supérieure ou égale à 0. Donc si elle est décroissante, elle sera majorée supérieurement par v à l'instant 0, la valeur de la fonction à l'instant 0, et elle sera minorée à gauche par 0. Donc v sera toujours comprise entre 0 et v à l'instant 0. Comme ces variables sont bornées, plutôt comme toutes ces variables sont strictement positives, donc v est borné, toutes les variables seront bornées. E au carré sera borné, l'erreur sur θ sera bornée, θ1, et l'erreur sur θ2 sera également bornée. Alors, par conséquent, on déduit que E, θ1, θ2 sont bornés. Comme y est égal à E plus ym, comme on a un modèle de référence stable pour une consigne bornée, ym sera également borné. Donc, y également sera borné. En conséquent, la dérivée seconde, qui va avoir cette expression, sera également bornée. Elle dépend de E qui est borné, de yc qui est borné et de y qui est borné. On a démontré que la dérivée seconde est bornée. Par conséquent, on a vérifié la troisième condition qui dit que la dérivée première
est uniformément continu. On vient de démontrer les trois conditions. Ainsi, on peut conclure que, d'après le théorème suivant, l'erreur va converger vers 0. Par contre, on ne sait rien concernant θ1 et θ2. Est-ce qu'ils vont converger ou pas vers leur valeur θ1 0 et θ2 0. Ceci est dû à cette forme de la fonction candidate où l'erreur sur θ1 et θ2 n'apparaît pas. Par conséquent, on doit imposer une condition sur l'excitation, ce qu'on appelle une excitation persistante, pour avoir une convergence parfaite vers le modèle de référence. Maintenant, voilà la règle d'adaptation qu'on a obtenue. Elle est rappelée ici. Et voilà la règle d'adaptation qu'on a obtenue dans la partie précédente en utilisant la méthode MIT. Alors on voit l'erreur E qui apparaît ici, le moins gamma prime qui apparaît ici, et là le YC apparaît simplement dans la règle de Lyapunov, alors que dans la règle MIT, il est filtré par cette fonction de gain unitaire AM sur S plus AM qui dépend du modèle de référence. La même chose pour la dynamique de θ2. Donc, en résumé, les deux règles sont plus ou moins similaires, excepté le filtrage de YC par la méthode MIT. On peut écrire la forme générale suivante pour la règle d'adaptation. Seul le phi va changer. Alors le phi va être égal à moins YC, Y transposé dans le cas de la règle de Lyapunov, et il va être égal à moins YC, Y filtré par la fonction de transfert AM sur S plus AM. La règle de Lyapunov ne comporte pas de filtrage, elle est par conséquent plus simple. Par contre, en cas de présence de bruit, le filtrage peut apporter un plus avec la règle MIT. Voilà pour cette partie.